Hello être humain unique, bienvenue dans l'entrevue. Je suis Léonie, une kiffeuse d'être humain, alors j'en ai fait un métier. Aujourd'hui donc je suis psychopraticienne en psychologie positive, c'est-à-dire comment on va sur son chemin de la sérénité. C'est un podcast qui ouvre plein de sujets sur lesquels on peut réfléchir, débattre et puis peut-être agir autrement, différemment, changer tout, conserver encore quelque chose, améliorer. Enfin, on peut se l'approprier et c'est ça le plus important. Marwan vient se livrer sans détour sur son parcours d'entrepreneur. Il était jeune quand il a commencé et donc il s'est construit à travers son soi personnel, son soi professionnel. Enfin, je lui laisse parler de tout ça avec vous. Alors, installe-toi confortablement pour ce nouvel épisode de l'entrevue. Tout bon pour vous? On clappe? Tu veux qu'on clappe comment, toi? Clapons. Chacun son mood de clap. Chapin. Chapin. Avec Axel, c'était comme ça. Avec Comme ça, clap. Allez, comme ça. À deux ou tout seul? Ouais, à deux. À deux? 1, 2, 3. Non, on n'est pas bon. On n'est pas bon, on l'aurait fait. 1, 2, 3. Au top. Exceptionnel. Bonjour Marwan. Bonjour Léonie. Je suis ravie de te recevoir ici. Mais moi de même, je suis ravi que tu m'accueilles. J'ai tellement hâte que tu nous parles de ton parcours, parce que nous, ça fait longtemps qu'on se connaît aussi. On a vécu plein de choses, l'un à côté de l'autre, l'un avec l'autre, que ça soit professionnel, scolaire, amical. Vraiment, c'est un grand honneur de t'avoir aujourd'hui, parce que j'admire beaucoup ce que tu fais. Bah, merci beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, je m'appelle Marwan, alors j'entreprends depuis longtemps maintenant. J'ai toujours entrepris et j'ai toujours voulu entreprendre. C'est vraiment le rêve que j'avais depuis que j'ai 3 ans, je pense. Et donc aujourd'hui, je gère 2 sociétés dans le domaine de la formation. Très bien. Où on met en avant des jeunes qui transmettent. Avec Pédagome, c'est vraiment ce qu'on souhaite faire, c'est se porter en porte-parole de la jeunesse qui transmet et montrer que la jeunesse peut s'investir dans le monde de l'éducation et de la formation. Ça fait maintenant 6 ans, donc 6 ans d'aventure et de, voilà, de belles choses comme de moins bonnes, mais voilà, beaucoup de belles choses surtout. Et donc, quand est-ce que c'est arrivé ça? Quand est-ce que tu... Donc tu as dit à 3 ans, tu avais déjà ce rêve d'entreprendre. Comment ça s'est né en toi? Voilà, raconte-moi ce parcours-là. Alors c'est vrai que je pense qu'il y a quelque chose qui est un peu, je dirais pas inné, mais un peu inexplicable. Parce que quand je te dis 3 ans, c'est pas par hasard. C'est que effectivement quand j'avais 3 ou 4 ans, je me baladais dans la rue et il y a un jour où j'ai dit à ma mère, mais maman, où est-ce que je vais mettre mon magasin de camions plus tard? Donc voilà, ça a toujours été en moi, je ne saurais pas vraiment l'expliquer. Alors si, peut-être en observant, c'est ma famille est une famille d'entrepreneurs. Je pense à ma mère qui a vécu longtemps au Maroc et qui, en arrivant en France, après plusieurs années, a commencé à investir, à voir ce qu'elle pouvait faire voilà, en entreprenant à sa façon. Mon père qui est devenu avocat à 60 ans. Donc c'est aussi une forme d'entrepreneuriat et voilà, je les respecte beaucoup pour ça. Mon frère a toujours entrepris aussi, que ce soit en France ou à l'étranger, donc ça m'a beaucoup inspiré et j'ai voulu en être aussi. Très bien. Et donc quand est-ce que c'est ton rêve, ce qui te paraissait sympathique et puis familier aussi, comme tu l'expliques avec ton contexte familial, quand est-ce que tu as eu le déclic et que tu t'es dit allez, let's go, là c'est mon moment et je sais ce que je veux faire, j'ai un projet, j'ai un business plan, on y va, on se lance? Alors, business plan, pas tout de suite. Ah oui, j'imagine. On y reviendra, mais en fait, j'ai donné des cours particuliers en parallèle de mes études, donc dès que j'ai obtenu mon bac, je souhaitais en fait m'occuper en soirée, les week-ends. Et donc j'avais une dizaine d'élèves, le bouche à oreille fonctionnait bien. Et je donnais des cours de maths, de français, de physique-chimie même à l'époque. J'étais un peu un couteau suisse des cours particuliers et j'adorais faire ça. J'adorais faire ça parce que j'étais jeune, j'avais encore 17 ans en première année de post-bac. Et mes élèves avaient entre 5 ans et 15 ans. Ok. Donc on n'avait pas une grande différence d'âge. Sauf avec celui de 5. Comment? Sauf avec celui de 5. Sauf avec celui de 5 qui était un petit peu jeune, ouais, il était au CP je crois. Mais ça se passait bien parce que il n'y avait pas une grande différence d'âge, on parlait le même langage,
On avait une grande relation de confiance et en fait, je me suis dit, mais j'adore ça. Mm. J'adore transmettre. C'était assez nouveau pour moi. Même si bon, je joue aux échecs et depuis que je suis jeune aussi, j'ai aimé transmettre cette passion. Mais voilà, c'était une révélation de voir que ça me plaisait beaucoup et que j'en voyais des résultats aussi. Alors des résultats forcément scolaires, parce que les résultats de mes élèves augmentaient, mais aussi humains parce que voilà, il y a de belles relations qui sont nées et, euh, et je trouvais ça vraiment chouette. Donc une expérience humaine dans un premier temps et puis de don de son expérience, de soi, etc. Pour avoir aussi ce petit complément. Et puis de là, comment ça en est devenu une entreprise? Alors, il y a certains parents qui ont commencé enfin, qui ont voulu me payer en chèque CESU. Moi, je savais pas ce que ça voulait dire, chèque CESU. Ils Oui. m'ont dit, moi, c'est un peu comme des tickets resto, mais pour payer des services à domicile. Donc, je me suis dit, bon, ok, pourquoi pas, si ça vous arrange, ok, je vais voir ce qu'on peut faire. Donc là, pour encaisser en fait des chèques CESU, j'ai vu qu'il fallait avoir une entreprise. Mhm. Donc j'ai commencé à me renseigner sur les entreprises des cours particuliers, voir ce qui se faisait déjà. Et en me renseignant, je me suis pris voilà, d'intérêt pour ce domaine. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas en faire quelque chose avec d'autres jeunes qui, eux aussi, auraient envie de transmettre leur passion, qui seraient eux aussi motivés par le faire avec beaucoup d'enthousiasme et qui se reconnaîtraient autour des mêmes valeurs que moi, pour le coup. Et au final, en me renseignant, je me suis dit, bah, bon, il y a des choses qui existent. Bon, c'est un marché qui est assez particulier aussi parce que, euh, bon, en France, on est les leaders hein, des cours particuliers. C'est En vrai? Europe, ouais. Ok, On incroyable. est, on est le pays où il y a le plus de cours particuliers, mais 80% de ces cours sont pas déclarés. Ok. Donc ne passe pas par les entreprises en question. Donc ça a pesé aussi dans ma réflexion. Je me suis dit, bon, bah, soit c'est pas possible de faire une entreprise, soit alors il y a tout à faire, parce qu'il y a 80% de personnes à convaincre de passer par une entreprise, et donc potentiellement celle que je pourrais créer. Et donc c'est là que le Ça y est. challenge est né. Et voilà, dès 2017, je me suis dit, ok, on fonce. Alors, il y avait une personne à convaincre en particulier, et quand on monte une entreprise, il y a toujours au moins une personne à convaincre, c'est le cofondateur. Généralement, en tout cas, quand on fonde une entreprise où on ne va pas entreprendre seul, bah, il faut convaincre Quelqu'un. un cofondateur. Donc, ce cofondateur a été tout trouvé, c'est Franck, que je salue d'ailleurs, Oui, je salue aussi. qui est, euh, qui est plus qu'un ami, qui est devenu maintenant un frère, et qui dès le début m'a suivi. Au départ, il devait m'aider à faire un peu la partie administrative. Moi, j'ai toujours eu une phobie administrative, donc ça n'a pas échappé. Donc je lui ai dit, s'il te plaît, aide-moi un peu pour la partie contrat, la partie administrative. Il m'a dit, bon, ok, je vais t'aider pendant 6 mois. Et après voilà, Tu feras, tu tu- iras seul, tu tu fonceras à voleras. l'avenir de tes propres ailes. Et au final, il est resté. Il est resté. Déjà, l'idée, elle a germé en 2017. On était en soirée, je lui en parle et il m'a tout de suite dit, ok, on fonce, comment on fait? Et on s'est tout de suite renseigné, il s'est tout de suite informé sur la façon dont on pouvait mettre ça en place. Vous êtes direct allé sur la partie action, en fait. Quelles sont les actions à faire pour pouvoir rendre ce rêve concret? Parce que Voilà, c'est souvent, on ça. reste à cette étape de réflexion, d'idée, de «Oh, ça serait chouette si on faisait ce type d'entreprise, on pourrait revendre ça, etc.» Mais en fait, on se rend pas au clair avec les informations qui nous permettent d'être sur l'action, c'est-à-dire qui sont les interlocuteurs, où est-ce qu'il faut aller toquer, quels sont les documents nécessaires. Il y a tout un monde derrière et c'est incroyable que vous ayez eu directement la force et l'énergie d'aller sur le concret. Ouais, c'est clair, mais je pense que c'était le seul moyen de le faire à l'époque. On avait envie d'être tous les deux dans le concret très rapidement. Et donc, on s'est renseigné sur ce qu'il fallait faire pour créer une entreprise.
Et donc pour nous, ce qu'il fallait faire pour créer une entreprise, c'était regarder les papiers qu'il fallait pour aller déposer l'entreprise et avoir le numéro ciré, qui est un peu le numéro d'identité de l'entreprise. Et donc on s'est dit, bon bah ok, c'est assez simple. Donc Vous avez pas eu peur? pas du tout. Donc Ouais. on a vu que c'était très simple de déposer des papiers pour avoir une entreprise. On s'est dit, bah oh, finalement ça va, c'est pas Est-ce que, compliqué. j'ai une question qui m'arrive directement, est-ce que c'est pas lié à l'insouciance un peu de ces 17 ans? De se dire, est-ce que c'est pas plus difficile parfois d'entreprendre plus tard parce que là on a un peu plus de peur, de crainte, de lourdeur, etc. Bon après on a d'autres connaissances hein, qui Mm. contrebalancent aussi, mais est-ce qu'à 17 ans on se dit pas le monde est à nous et qu'en fait si on veut faire un truc on peut le faire et on fonce un peu plus tête baissée? Ouais, clairement, clairement, c'est vrai qu'il y a pas, enfin, ça dépend des marchés aussi. Il y a des secteurs où il y a besoin de beaucoup investir, il y a besoin de locaux, il faut stocker, il y a du matériel à Mhm. acheter. Il y a plus de contraintes. Bon, chaque secteur est différent, mais pour la plupart des domaines et des secteurs, on peut se lancer en étant étudiant. Très bien. Alors Donc, ça tu as dépend été aussi. étudiant à ce moment-là. J'étais étudiant ouais, à ICN Comment ça Business se School. passe? Bah ça se C'est là où on passe. s'est rencontrés, hein. Oui, Mais putain. comment ça se passe d'être étudiant et de monter une boîte? Parce que c'est un travail à plein temps, en fait. Eh ben, on s'adapte parce que il y a un moment où donc on a le numéro ciré, on a Mhm. ce fameux numéro d'identité de l'entreprise qui nous dit bah ok vous pouvez vendre, mais ensuite la question c'est bah, Comment? comment on vend, où est-ce qu'on va trouver les personnes, et en fait comment on fait une facture, comment on fait une fiche de paye à la fin du mois, comment on déclare ses heures auprès Mhm. de l'URSSAF. Avec le recul c'était naïf, mais effectivement il fallait cette naïveté. Ouais. Et on l'a toujours eu, et au bout d'un moment, c'est bon, bah, maintenant qu'on y est, tu vois, c'est un peu cette Oui, c'est ça. variable d'engagement, si je puis dire, du au point où on en est, bah, maintenant on continue, maintenant qu'on y est, Oui. il faut le faire, quoi. Et Jusqu'au donc, boutiste, en fait, bah, de la toujours, démarche, oui. voilà, on l'a fait, maintenant On fait pas marche on arrière. assume, ouais. Oui. Et on va cravacher s'il le faut, mais on va tout faire comme il faut qu'on le fasse, On en va tout se cas le donner plus les possible. moyens. Ouais, Parce qu'en totalement. fait, le résultat, ben, il est très incertain, mais en tout cas, les moyens, là, on peut avoir de l'action dessus et là, on peut se donner les moyens. Totalement, en fait, on avait une maîtrise quand même sur certaines choses, on savait en travaillant, on pouvait faire des choses satisfaisantes. Mais en tout cas, au début, le but c'était de faire, de vendre très rapidement. Je pense que beaucoup d'accompagnateurs d'entreprises diront non, il faut faire une phase de R&D de 2 à 3 ans, il faut faire l'étude de Recherche et marché, développement. ouais, Oui, recherche et développement, il faut faire le business plan, et puis le dans deux fameux. trois ans, voilà, on commercialisera. Nous, personne ne nous a rien dit, c'est ça qui était bien aussi. On Mhm. avait cette naïveté, elle Carte s'accompagnait blanche, en fait. d'une voilà, une carte blanche, on avait une certaine liberté. Et donc bah, après, on s'adaptait. C'est-à-dire que quand on était en cours, on faisait des factures. Euh, on travaillait un petit peu en tendant une oreille quand même pour écouter en cours. Et après les cours, quand ils se terminaient à 18h, et ben on fonçait dans le bureau qu'on avait réussi à obtenir à Blida, à Metz, qui est un tiers-lieu. Et on travaillait jusqu'à 23h. Et le lendemain, pareil. Donc, c'était, en fait, là où il faut être prêt, c'est en termes de temps. Mais est-ce que le temps a la même saveur quand on a cette envie d'entreprendre, de faire, cette passion derrière? Bah, au début, dans tous les cas, on a l'énergie. Parce Mm. que si on a la volonté, euh, moi voilà, il y avait un contexte aussi qui m'a poussé à entreprendre. Je me suis dit, il faut vraiment que je le fasse, c'est maintenant. Mais ensuite, ça donne une certaine énergie. Donc au début, on a cette énergie, il faut la mettre. Forcément, on la mettra de manière un peu maladroite par moment, et on la mettra pas forcément au bon endroit, mais l'essentiel, c'est de la mettre, Mhm. d'insuffler cette énergie-là. Et ensuite, bon, bah, après la naïveté vient le nécessaire besoin de lucidité. Mhm. Et pour moi, c'est la deuxième grande qualité qu'il faut quand on est entrepreneur. Donc il y a la naïveté, c'est la première, la lucidité est la deuxième. Et ensuite, bon, bah, parfois on fait face à des constats qui ne sont pas forcément agréables, mais il faut les accepter, les accueillir et ensuite garder la détermination et la persévérance. Ça, pour moi, c'est les trois grands piliers de l'entrepreneuriat. Et si je dois donner des conseils, c'est faites,
faites, on verra. Ouais. Mais au début, faites. Mais parce qu'en fait, c'est quoi le pire qui puisse arriver quand on essaye et qu'on tente quelque chose? Que ça marche pas, mais est-ce que c'est grave? C'est ça. C'est cette vraie question. Et quand il y a peut-être des personnes qui cherchent à entreprendre et qui se disent mais j'ai trop de domaines de compétences que je n'ai pas pour faire ça. Bon. Maintenant, il existe aussi beaucoup d'outils pour aider les entrepreneurs à faciliter justement l'ouverture de l'entreprise, la gestion de l'entreprise. On parle souvent de la comptabilité, etc. On pourra dire Abi, ce sur quoi je passe. Mais c'est vrai que ça, il y a des futurs entrepreneurs en herbe qui ont très très peur de se lancer parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont juste une toute petite compétence qu'ils aimeraient bien mettre au profit de leur projet et que tout le reste ils n'ont pas. Et qu'est-ce qu'on leur dit à eux? Qu'il faut tenter, qu'il faut essayer, Je leur dis vraiment qu'il faut tenter parce que forcément au départ on n'a pas toutes les compétences. Moi je m'en rendais pas forcément compte, je pensais que ça irait, même si au fond de moi je sais pas, est-ce que je savais que je les avais pas, je sais même pas. Mais en tout cas on peut s'entourer. On est quand même il y a un écosystème en fait où on peut aller chercher les compétences, les connaissances, on peut aller puiser. Bon, il faut savoir s'entourer, ça c'est sûr. Et il faut savoir donc du coup demander de l'aide. Il faut savoir demander de l'aide et voilà. Et admettre ses faiblesses dans ce projet pour pouvoir du coup déléguer et apprendre de l'autre et avancer. Ouais, totalement. C'est ça. Donc est-ce qu'il ne faut pas aussi un peu d'humilité quand on est... Il en faut et de toute façon, il n'y a pas le choix. Mm. Ça va avec la lucidité, hein. On fait face à des constats, on est face à des murs parfois. On peut les contourner, ces murs, mais il faut être conscient de ce qui a changé. Et c'est parfois un constat qui est assez dur à faire et à accepter, mais c'est absolument nécessaire de le faire. Et c'est là où il y a tout un nouveau champ qui s'ouvre. On avait la tête baissée, on relève un peu la tête et on regarde ce qu'il y a autour et on regarde ce qu'on peut améliorer. Et vous regardez droit devant, loin devant vous. Et loin devant, voilà, en prenant les informations, en étant curieux. Et il y a un travail assez important à faire sur soi-même aussi. Oui. Parce que ça, on peut le tourner dans tous les sens, mais beaucoup de défauts des entreprises, surtout au début, sont des défauts, en tout cas des axes d'amélioration que les fondateurs ont eux-mêmes. Mm. Et donc c'est là où on se dit, bon, j'ai peut-être quelques petites choses à ajuster en moi et peut-être qu'ensuite l'entreprise, ce sera mieux. Mais donc il y a des blocages aussi personnels qu'il faut apprendre à travailler, Mhm. à écouter pour les surpasser. Et ça aidera l'entreprise. Donc c'est là où en fait, si tu veux, j'ai toujours eu, moi qui avais 17, 18, 19 ans, et j'ai eu, comme si c'était une autre personne, mais mon moi professionnel. Et le moi professionnel, il tirait mon moi personnel. Mhm. Il fallait que les deux, au bout d'un moment, ils soient quand même Qui liés, main marchent dans la main. ensemble Ouais, dans une rythmique où ils s'aident l'un et l'autre en fait. ouais, c'est ça. Et donc, il a fallu travailler, réajuster, s'écouter beaucoup en amont Mhm. et Et prendre des décisions pour soi. ouais, s'occuper de soi. Ouais. Il y a un concept, quand tu disais on avait la tête baissée, et puis ensuite on a regardé un peu autour, et puis on est arrivé sur le point de regarder droit devant. On appelle ça l'optimisme réaliste en psychologie positive. Et donc c'est le fait de... On dit les pessimistes regardent par terre, les optimistes regardent en l'air, et les optimistes réalistes regardent droit devant et foncent vers l'avant. Mm. Donc, c'est-à-dire d'avoir une clairvoyance sur ce qui se passe autour, mais de ne pas lâcher son point et d'aller au bout, de réajuster les parcours si on voit qu'il y a un chemin accidenté, etc. Mais l'optimisme réaliste, c'est avoir cette énergie d'aller de l'avant tout en étant conscient des contraintes et des obstacles présentes. Ça, c'est un mode qui est ultra important à cultiver. Et je dis, c'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est vraiment quelque chose qu'on cultive. Où parfois on se retrouve pessimiste et on se dit hop là,
red flag, Mm. on repasse un peu plus dans le réaliste et dans l'optimisme. Parce que sinon, on avance à reculons ou sur des œufs et c'est là où, en fait, on se complique soi-même la tâche. On est notre plus grand frein à ce moment-là. Clairement. Et on subit. Et le but, surtout quand on entreprend, je pense que même dans la vie, c'est de trouver ce qui nous convient et sans le subir. C'est ça, Le c'est but, c'est le goal. ouais, de trouver sa place et de se sentir à sa place, bien avec soi-même, bien avec les autres et bien à sa place. Et ça, c'est Exactement. un travail qui est permanent. Et d'être dans un cercle vertueux parce que souvent on se dit oui, mais bon, si on fait tout pour nous-mêmes être heureux, qu'en est-il des autres? Mais je pense que ça s'intègre aussi dans ces projets-là, parce qu'on le fait aussi pour répondre à un besoin, une demande, et donc en fait en la complétant, on peut aussi se sentir complet d'apporter au monde quelque chose dont il a besoin, dont c'est vertueux. Ouais, c'est vrai qu'avec le recul, c'est un peu la réflexion qui m'a guidé. Parce que donc, j'ai entrepris avec Pédagome, mais j'ai aussi créé un club d'échecs il y a 3 ans. Mhm. Je cofonde une autre entreprise dans la force athlétique, qui est un domaine que je connaissais encore que très peu il y a quelques mois. Mais au final, à chaque fois que j'ai souhaité entreprendre, il y avait une question que je me posais, c'est au fond, qu'est-ce que veulent les gens? De quoi ont-ils besoin? Et donc pour prendre l'exemple avec Pédagome, ma première entreprise, ce dont ils avaient besoin, c'était qu'un cours particulier en fait se déroule bien, dans une relation de Confiance. confiance, où le tuteur et l'élève parlent le même langage, ils progressent ensemble. Donc c'était remettre plus d'humain au centre des cours particuliers. Expliquer en fait pourquoi un cours particulier va bien se dérouler. Si je prends l'exemple du club d'échecs, le but c'était de recentrer l'humain aussi au milieu des échecs. Les échecs à Metz, c'est arrivé il y a 50, 60 ans, et au départ, les gens jouaient dans des cafés. Mhm. Et ça s'est beaucoup perdu. Ça fait 20 ans que ça ne se fait plus. Sauf que les gens ont toujours envie de se retrouver, de boire un verre, Autour d'une avec petite partoche. modération bien sûr, mais juste de jouer. Et en fait, c'est une super ambiance. Et donc, c'est ça qu'on a réussi à créer. Parfois, c'est pas. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut dire aussi. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur d'entreprendre aussi parce qu'elles ne trouvent pas l'idée. Mhm. Et beaucoup de personnes pensent qu'il faut trouver une idée révolutionnaire, créer un nouveau type de fusée par exemple, ou vraiment un truc qui n'existe pas, une nouvelle technologie. Alors que bien souvent, c'est quelque chose d'humain qui est au Mhm. cœur. Ce qu'on veut, c'est améliorer la La façon société. dont la société, la façon dont les gens se rencontrent, la façon dont les gens se retrouvent. Et c'est des petits ajustements de l'existant qui vont permettre ensuite de créer une vraie identité, un vrai projet Qui a du sens, qui est et qui a du concret. sens. Et il y a notamment le projet Super Senior qui est porté donc par Pédagome, Mhm. cette boîte-là. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Parce que c'est aussi, je trouve, dans ton parcours entrepreneurial, le projet le plus social et qui en fait est presque étonnant d'un point de vue business et entreprise, parce qu'on se dit, mais non, normalement c'est les associations, là c'est une entreprise. Il y a aussi ce truc un peu tabou de se faire de l'argent sur, tu vois, certains domaines. J'aimerais bien que tu parles déjà, introduises Super Senior, et qu'ensuite tu me parles de ce projet à enjeu social. Ouais, alors Super Senior, c'est un programme de formation pour les seniors où on les forme aux usages de l'informatique et du numérique. Donc le programme actuel, c'est 9 heures de formation, donc 6 séances de 1h30 et on peut accueillir jusqu'à 10 seniors dans un groupe. Donc il y a eu aussi un point de départ, on a repris un programme qui existait déjà, donc qui s'appelle Super Senior, et qui avait lieu dans une salle à Blida, donc le tiers-lieu où on était résident à l'époque. Et donc on a repris ce programme. C'était intéressant pour nous parce qu'on sortait aussi de la posture de la transmission de jeune à jeune. Et c'était Mhm. nouveau, c'était un nouveau challenge. C'était cette fois les jeunes qui allaient transmettre Au aux plus âgé. seniors et à nos aînés. Mais il y avait toujours, voilà, c'était toujours la jeunesse en fait. Et il y a une identification possible à la relation petits-enfants, grands-parents. Et il y a un lien intergénérationnel qui est super fort. Et donc on s'est dit, ok, on va se lancer dans ce challenge. Et ça a été
un grand plaisir de le faire. Les personnes qui venaient étaient super ouvertes. Et, euh, et au-delà d'ateliers, c'était des échanges qui enrichissaient continuellement les séances. Deux générations qui se rencontrent pas forcément beaucoup et qui échangent alors, sur les nouvelles technologies, chacun avec potentiellement ses appréhensions aussi. Oui. Donc nous, on a pu montrer en tant que jeunes qu'on n'était pas le cliché de ce que certaines personnes pouvaient s'attendre, à savoir on est tout le temps derrière notre smartphone, on est omnibulé par ça. Donc briser les clichés. Ouais, montrer qu'on avait un certain recul aussi par rapport à ça. Et les personnes âgées, elles pouvaient, voilà, avec toute leur expérience, nous dire quel était leur point de vue sur ces nouvelles technologies, potentiellement leurs craintes. Voilà, il faut beaucoup les rassurer, donc il faut les écouter. Et c'est génial, comme projet, c'est top. Donc voilà, Vous l'avez fait évoluer, ce projet-là. Vous avez ouais, trouvé un outil qui est le bus, le totalement. bus super senior. Et ensuite, vous vous êtes dit, pourquoi pas aller vers? Pourquoi pas une itinérance inversée et faire bénéficier à des seniors qui, eux, n'ont pas la chance de pouvoir se déplacer en ville ou qui n'ont même pas les autorisations pour des raisons politiques. Mm. Comment on peut en fait aller à eux? Donc en fait, c'est d'aller même braver un système presque pour trouver la faille afin de venir en aide. Ouais, c'est ça, et apporter encore une fois notre façon de faire et potentiellement le petit truc qui manque mais qui va tout changer. Et c'est vrai que bon, les formations qu'on faisait dans la salle à Blida étaient réservées uniquement aux habitants de Metz. Donc ça veut dire qu'une personne qui habitait à Montigny, à Marly par exemple, ne pouvait pas y participer. Et certaines personnes ont dit il faudrait aussi qu'il y ait des choses qui soient mises en place pour nous. Et donc, effectivement, on s'est dit, on va aller vers ces personnes parce que ça peut être difficile pour elles de se déplacer. C'est là qu'on se rend compte qu'il peut y avoir deux fractures, la fracture numérique. Les gens sont éloignés du numérique, comme on Mhm. dit, mais ils peuvent être éloignés tout court, en fait, géographiquement. Et donc, c'est là où il peut y avoir une deuxième fracture qui sera plus géographique et qui crée malheureusement encore des inégalités d'accès aux formations quand il y a des formations. Exactement. Donc, effectivement, on a réfléchi à un outil qui nous permettrait d'aller vers ces personnes. Et l'outil a été tout trouvé, parce que Blida, c'est le lieu où les bus étaient stationnés, les bus de la ville et de la À métropole de l'époque, Metz, oui. avant. Donc, on s'est dit, l'outil est tout trouvé. Ce sera un bus qu'on va aménager, avec des scénographes qui sont résidents à Blida. Donc, c'était un projet avec un vrai sens aussi dans les collaborations qu'on a eues, une émulsion entre résidents de Blida. Et ce projet a vu le jour en septembre 2022. Très bien. Donc c'était aussi différent pour nous parce qu'en termes d'organisation, c'est pas la même chose. Les cours sont plus pour les jeunes, mais ils sont plus individuels non plus. Ils sont en groupe. Donc le seul point commun qu'il y avait avec ce qu'on faisait avant, c'était que c'était des cours au Oui, final, et que c'était des cours avec l'humain au centre. C'était avec l'humain au pas de les centre. rendre des experts dans des matières, mais de pouvoir se débrouiller et d'être autonome dans cet apprentissage. Ouais, totalement leur donner les clés, les rassurer, leur montrer qu'il peut y avoir des dangers, mais que ce danger il n'est pas partout et qu'il peut être ciblé. Mhm. Et donc ça, c'est notre mission. Et après, s'ils veulent approfondir, on peut également le faire avec eux. Mais ouais, voilà, on l'a fait du coup de septembre 2022 à février 2023 pour la première phase. On a formé plus de 300 personnes et tout le monde était ravi. Donc nous, D'ailleurs, ça nous booste, ça nous motive aussi. il y a une mini-série qui est sortie sur vos réseaux sociaux pour aller découvrir ces seniors qui transmettent leur expérience et c'est adorable à souhait. Enfin, moi, j'ai beaucoup d'amour Ouais, pour nos aînés. Et donc, j'invite tout le monde à aller regarder ces réseaux-là parce qu'il y a aussi tout ce que vous faites à côté aussi. ouais, totalement. Donc voilà, c'est un projet qu'on adore porter pour revenir sur ta question Le sur social. le social. C'est vrai qu'il y a beaucoup l'aspect social qui est au cœur de ce qu'on fait. Mm. Maintenant, il faut qu'on puisse, en tant qu'entreprise, quand même gagner de l'argent, En vivre. en vivre, déjà dans un premier temps.
Et c'est vrai qu'il y a un tabou. Il y a souvent eu un tabou entre le lien social et l'argent qui est généré. Tout à fait. Et Ce qu'il faut en vivre et après, c'est de gagner de l'argent pour aussi investir et améliorer. Et mm, c'est là où pour moi il y a une incompréhension. Parce que c'est pas, on va dire, les salaires qui vont grimper obligatoirement, qui vont être indexés. C'est l'investissement pour pouvoir faire des choses plus qualitatives, plus profondes encore ouais, bien et sûr, avancer. bien sûr. Il y a plein d'idées en plus pour améliorer par la suite ce qu'on fait. Euh, Là, la première phase, on l'a faite sur 5 mois. Mais effectivement, il faut qu'il y ait de l'argent pour qu'on puisse le faire sur une année complète, qu'on puisse le faire ailleurs, qu'on puisse aller plus loin, toucher plus de personnes, améliorer encore ce qu'on leur propose d'un point de vue pédagogique. Donc oui, c'est sûr, l'argent il est au centre et il y a des tabous à briser. Hein. Et j'ai un autre exemple sur ça. Oui. Je ne sais pas si tu te souviens, mais pendant le confinement, le premier confinement, Mhm. on a proposé des cours en visio. Oui. Donc nous, on n'avait jamais fait de cours en visio. Et Les on s'est, précurseurs des cours visio. ouais, mais on s'est dit, bon, on l'a jamais fait, est-ce qu'on va le proposer à la vente, sachant qu'on n'avait jamais fait, qu'on n'avait pas forcément d'expérience là-dessus, ni forcément de plus-value à apporter dans l'immédiat. Ou alors, est-ce que on peut être solidaire à notre échelle en cette période particulière et donc proposer ces cours en visio gratuitement. Et donc c'est ce qu'on a fait. Et donc il y avait eu de 200 élèves au total qui en ont bénéficié, C'est un peu chouette. partout en France. On avait des échanges au téléphone avec des personnes qui étaient hyper impliquées dans la situation du Covid. Donc c'était des échanges qui étaient riches, avec toujours des situations uniques de chaque élève à une situation particulière. Donc nous, on écoute aussi toutes ces histoires. Vous êtes dans l'être humain unique. Ah, c'est ça. Chaque relation est unique aussi, Oui. avec chaque élève. Donc c'était un vrai élan de solidarité qu'on a fait avec nos moyens et qui a fait qu'on était hyper investis aussi dans cette période-là. Et il y a une question qu'on me posait régulièrement, c'était est-ce que tu fais ça pour être solidaire ou pour ensuite que ces personnes-là deviennent clientes de pédagogues une fois que le confinement est levé? Vraie question. Je leur disais, mais les deux. Bah oui. Et Et il n'y a pas de mal il aux n'y a deux. pas forcément de mal à ça. Parce que s'ils en ont besoin et qu'ils ont trouvé leur compte et qu'ils bénéficient vraiment de quelque chose qui les aide et qui permet à ces élèves-là de pouvoir accrocher scolairement, de s'améliorer, d'aller au bout de leurs rêves aussi, d'avoir de bonnes notes, que les parents soient contents et que ça fonctionne, bah oui, pourquoi pas? Oui, C'est pas un mal en ça. Et en fait, ça n'enlève pas le côté solidaire qui a été vraiment là pour aider dans cette période compliquée. mm. Mais c'est pas binaire, les deux C'est ça, peuvent exister et coexister, ouais, coexister. tout à fait. Donc je devais me battre pour dire, mais non, mais c'est les deux. Je vois pas Ouais, pourquoi je choisirais. On peut aider des élèves et tant mieux. Et s'il y en a ensuite qui ont encore besoin et qui veulent continuer avec nous dans un autre contexte, bien sûr, on les accueillera. Mais bon, voilà, c'est vrai qu'il y a il y a des tabous il y a des encore. tabous, il y a des choses à évoluer. Et moi, en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, depuis quelques années maintenant, c'est l'un des combats que je voudrais mener à l'avenir, c'est de lever ces tabous sur les entreprises à impact social, certains tabous sur les entrepreneurs aussi. Mm. Ça, voilà, il y en a beaucoup. Oui, Et très bien. Et en parlant de l'impact sur les entrepreneurs, moi j'ai une dernière question. C'est quelle est ton image de toi à travers le temps depuis que tu as commencé cette aventure? Elle est pas facile. je pense que je suis parvenu à trouver une version de moi-même qui me convenait, que je dépense pas non plus beaucoup d'énergie pour être qui je suis et qui je veux être. Et ça, c'est primordial pour moi. J'arrive à. Voilà, je suis quelqu'un d'assez réservé quand même, mais sociable. Certaines ambivalences, mais
je m'accepte comme je suis et les autres, je crois, m'acceptent aussi comme je suis. Donc ça, j'en suis fier. Forcément, ça a été un long chemin et un long parcours parce que il y avait des choses qui n'étaient pas forcément naturelles en moi, le fait de plus écouter, d'être plus ouvert, ça, c'était pas forcément quelque chose de naturel. Et donc, au départ, je sais pas ce que tu en penses, mais il faut quand même forcer le naturel d'une certaine manière pour que ça devienne naturel. Il faut mettre un petit coup. C'est au-delà de forcer qui donne enfin, on va dire une image d'effort et de douleur dans forcer. C'est peut-être de trouver les stratégies, les petits outils, les petits brain hacks, les petits hacks de vie comme ça, pour pouvoir accéder à un niveau différent, un univers supérieur, plus ouvert, etc. Et ça, en psychologie positive, justement, c'est ça. C'est pour éviter que ça soit un effort pour se forcer, juste pour se forcer en se disant, et un jour, ça sera peut-être naturel. C'est de se dire, au vu de ta personnalité, de ton environnement, de ton hygiène de vie, comment on va trouver les interstices à ajouter dans ton quotidien qui soit plaisant et qui ait du sens et en fait qui te fasse changer naturellement dans la direction que toi tu souhaites, pas que le thérapeute ou le praticien souhaite pour toi. Ok. Mais effectivement, il y a un travail, c'est ça qu'on appelle le travail à faire. Mais on peut le faire de façon un peu plus douce et avec plus de sens. Donc tu as dû forcer un petit peu ce naturel, trouver tes life hacks pour pouvoir t'ouvrir et être naturellement la personne que tu souhaitais être. Ouais, c'est vrai que quand je le faisais avec ce côté très combattant, vraiment pour le coup forcé, bah, il y avait des moments où je pouvais être frustré, où ça n'allait pas, ouais. Tu vois, j'avais peur d'être vu comme quelqu'un d'arrogant auprès de mon entourage. Enfin, j'ai plusieurs amis qui ont formé un groupe depuis le lycée. Je me suis dit, mais ils vont me voir changer. Ils vont se dire, on n'a pas signé pour cette nouvelle version de Marwan, nous on a signé pour celle du lycée, on veut que ça continue. Donc j'avais certaines peurs et maintenant je les ai plus parce que je suis aussi plus serein. Mais voilà, bon, il y a eu un accompagnement aussi psychologique pour moi, j'ai pas honte de le dire et ça a été très positif. Il fallait voilà, que je sois bien avant tout moi-même, avant de l'être avec les autres aussi. Mhm. Et le fait d'être accompagné, ça m'a aussi permis de faire les choses parfois plus en douceur, avec plus de recul, en étant moins combattant, Oui. mais aussi plus serein. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que Marwan, c'est un chouette mec humble qui fonce, va de l'avant et qui souhaite le meilleur autour de lui et qui souhaite le meilleur pour lui? Bah, j'espère. Oui, j'espère être vu comme ça. En tout cas, c'est ce que je pense être. Je suis content de l'être aujourd'hui, d'être bien voilà, dans mon corps, dans ma tête et d'être bien avec les autres aussi. Voilà, je pense que je peux dire que je suis heureux aujourd'hui. Et que tu as trouvé une harmonie. Ouais, c'est ça. Et les prochaines années nous réservent beaucoup de bonheur encore. Bah, écoute, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci beaucoup à toi. Et puis, à très bientôt. À très vite. Nya ah. Alors